Bonjour, bonjour. Je vous ai laissé la dernière fois à l'annonce du fameux krach boursier de New York qui a secoué le monde le jeudi 24 octobre 1929. Les jours qui suivirent ce fameux jeudi noir ne firent que confirmer la catastrophe et Mike nous expliqua en détail 2 jours plus tard comment tout cela était arrivé et les conséquences probables qui allaient découler de cette crise. Maman, qui gérait avec lui les affaires de mon grand-père, avait parfaitement compris la situation, ainsi qu'Archie. Mais ma grand-mère, Igor, Iris et moi ne connaissions pas en détail le fonctionnement de la bourse et nous ne réalisions donc pas exactement ce qui s'était passé. C'est pourquoi 2 jours après le coup de fil de mon cousin Titus, Mike nous rassembla tous pour le dîner, y compris Marie-Antoinette, Jeffrey, Attila, Sidonie et Hippolyte. Il nous dit que cette crise allait avoir un impact terrible sur l'économie mondiale et que par un jeu de domino, toutes les couches de la population seraient touchées. Puis il nous expliqua ensuite le mécanisme complexe qui avait conduit à cette situation. Depuis les années 20, l'économie américaine se portait excessivement bien grâce à l'augmentation de sa production industrielle. D'ailleurs, la réussite de mes cousins avec leurs usines automobiles en était le symbole parfait. Les États-Unis étaient si prospères qu'ils avaient même aidé financièrement les pays européens à se relever en leur prêtant énormément d'argent après le désastre conséquent à la Première Guerre mondiale. Or, durant cette période, la bourse était devenue très attractive pour un grand nombre d'Américains, aussi bien les milliardaires que les petits épargnants, tant les profits y étaient spectaculaires. Mike poursuivit en nous racontant que même les ménages aux revenus les plus modestes étaient attirés par l'Eldorado boursier et s'étaient endettés au plus haut point pour acheter un grand nombre d'actions à crédit, espérant rembourser les dits crédits grâce aux bénéfices générés par les mêmes actions. Et cela avait très bien fonctionné durant un temps, car des gens qui en temps normal suaient sang et eau pour gagner un misérable salaire goûtaient tout d'un coup aux joies de l'argent qui tombait du ciel sans rien faire. La spéculation était devenue le sport national, et les petits investisseurs comme les gros mettaient toutes leurs économies dans ce jeu virtuel au lieu de consommer des biens réels. Par exemple, au lieu d'acheter une nouvelle voiture ou un réfrigérateur, on achetait des actions. La conséquence était que dans tous les domaines, et notamment celui de l'industrie automobile, on se retrouvait avec plus de produits à vendre que d'acheteurs, et cela avait conduit à une baisse colossale de la productivité. Pendant que le cours des titres boursiers s'envolait, l'économie réelle, elle, s'effondrait. Mais l'euphorie était telle que la majorité des gens ne s'en apercevaient pas. Toutefois, dans l'aveuglement collectif, certains gros investisseurs, ayant tout de même gardé un peu de bon sens, finirent par se dire que les actions de sociétés qui allaient de plus en plus mal ne pourraient pas continuer à valoir de plus en plus cher, et ils décidèrent donc de vendre au plus vite un très grand nombre de leurs titres. Lorsque l'information commença à circuler, tout le monde voulut les imiter et se débarrasser de ces actions tant que leur cours était encore au plus haut. Il n'y eut donc bientôt plus que des vendeurs et pas d'acheteurs, et la panique qui suivit avait décuplé le phénomène d'effondrement du système. Mike nous dit que Titus et Tancred, qui avaient plongé à fond dans les investissements boursiers depuis plusieurs années, aussi bien à titre personnel que pour leurs entreprises, n'avaient pas pu revendre à temps leur valeur. Ils étaient donc ruinés. Je me souvenais malheureusement parfaitement d'une conversation quelques mois auparavant entre mes cousins et maman, durant laquelle ces derniers tentaient de la convaincre d'investir en bourse avec Mike et d'y faire entrer les sociétés de mon grand-père. Mais maman, en bonne terrienne, avait toujours refusé catégoriquement, se rappelant des conseils de Rock, son père, qui lui disait qu'à partir du moment où l'on n'était plus maître à bord de son embarcation, il ne fallait pas se plaindre si quelqu'un d'autre la faisait couler. Et à ce moment précis, je savais que maman le remerciait du fond du cœur. Le lendemain, nous eûmes Tancred à nouveau au téléphone. Il nous dit qu'à New York, c'était une panique indescriptible, qu'en effet, certains hommes d'affaires se suicidaient, que des fortunes colossales s'étaient défaites intégralement, comme celle de la famille Vanderbilt qui avait perdu 40 millions de dollars, ou le fameux banquier J.P. Morgan qui avait perdu presque 60 dollars. Quant aux Rockefeller, les 3/4 de leur empire avaient été engloutis par le krach. Mais la pire situation, comme à chaque fois, était celle de milliers de petits épargnants qui avaient acheté leurs actions à crédit et étaient bien entendu incapables de rembourser les banques, ce qui avait conduit non seulement à leur faillite personnelle, mais à celle de la quasi-totalité des établissements financiers de New York. Le chômage allait être colossal. Et de leur côté, Tancred et Titus avaient été obligés de brader leurs magnifiques appartements de la 5e avenue, tandis que leurs femmes Jenny et Barbara étaient contraintes de fermer leur institut de beauté, car leur ex-riche cliente new-yorkaise en était à se demander si elles auraient toujours un toit sur la tête le lendemain. Le gommage des rides n'était donc plus la priorité. Mes cousins, leurs épouses et leurs 4 enfants étaient donc à la rue. Évidemment, il ne nous fallut pas plus d'1 minute pour leur dire que nous leur envoyions de quoi prendre le premier bateau pour la France et que nous les accueillerions au petit plaisir tout le temps nécessaire en attendant qu'ils puissent à nouveau subvenir à leurs besoins. Les enfants furent hystériques de joie en apprenant que la bande des 4 allait venir vivre au château. Et je dois dire qu'en dehors du côté catastrophique de leur situation, cela me faisait un grand plaisir d'avoir mes cousins et leurs familles parmi nous. J'avais appelé Marmaduke dès l'annonce du krach et il m'avait dit qu'il avait senti que le vent allait tourner quelques semaines auparavant et qu'il avait réussi à vendre ses actions avant leur chute. Mais la plupart de ses amis, auxquels il avait conseillé de faire la même chose, lui avaient ri au nez en lui disant que l'économie américaine n'avait jamais été aussi prospère et que bientôt même la pauvreté serait éradiquée totalement du pays.
Cependant, tout comme Mike, Marmaduke pressentait au contraire qu'à présent, la misère allait atteindre un niveau record et que le pays mettrait des années à se relever. Hélas, les deux hommes avaient raison, mais dès le mois suivant, le monde fut plongé dans un marasme épouvantable. La France ne fut pas touchée dans un premier temps, mais nous pressentions que la crise arriverait vite chez nous, et les images d'Amérique qui nous parvenaient par les journaux nous tiraient des larmes des yeux. Des hordes de gens dans la rue, quémandant du travail ou de quoi manger pour leurs enfants. Des hommes qui avaient connu la prospérité ou même simplement la sécurité d'un salaire régulier, arpentaient misérablement les trottoirs des rues avec des pancartes accrochées autour du cou, sur lesquelles ils se proposaient pour n'importe quel emploi, même le plus dégradant. Des femmes, qui n'arrivaient même plus à rester dignes tant elles avaient faim, se prostituaient uniquement pour un sandwich. Et partout, ces enfants aux joues creuses et aux regards perdus, qui semblaient ne rien comprendre, et pire, ne plus rien attendre. Devant ce désastre, Marmaduke avait immédiatement mis son immense maison des Hamptons à la disposition de plusieurs familles qui n'avaient plus de quoi se loger. Et de notre côté, Épiphanie, maman et moi décidâmes que le petit plaisir devait absolument rester fidèle à sa tradition d'accueil et de réconfort. Il y avait tant de malheureux à secourir que nous demandâmes à Titus et Tancred, ainsi qu'à Jeffrey et Marmaduke, de proposer aux familles américaines de leurs connaissances qui étaient les plus démunies de venir habiter chez nous le temps de se remettre et d'attendre que la situation se stabilise un peu. Nous souhaitions en priorité accueillir celles qui avaient des enfants, car durant cette abominable crise, ils étaient les premières victimes, souffrant de malnutrition et de manque de soins, et il fallait agir vite, car ils étaient en danger. 3 semaines plus tard, débarquaient donc au Havre 5 familles new-yorkaises, venant d'horizons divers, chacune avec 3, 4, 5 ou 6 enfants. Comme au temps de la guerre 14-18, 2 ailes du château furent donc réquisitionnées, mais cette fois-ci, Dieu merci, au lieu d'accueillir des blessés ou des mourants, ce furent des parents et leurs enfants, bien vivants, et rassurés une fois qu'ils eurent mangé à leur faim et dormi plusieurs nuits d'affilée sans faire de cauchemars. En plus de mes cousins et de leur bande des 4, se trouvait donc parmi nous une trentaine de nouveaux arrivants. La première famille était celle de Samuel, un tailleur juif installé dans le Lower East Side à New York. Sa femme Rachel confectionnait les blouses roses portées par le personnel de l'Institut de Jenny et Barbara. Les femmes de mes cousins se sentaient extrêmement coupables vis-à-vis de cette famille, car elles avaient elles-mêmes conseillé à Rachel et Samuel d'investir en bourse, voulant les aider à arrondir leur fin de mois. Mais le couple de tailleurs s'était pris au jeu, espérant gagner de quoi assurer un bel avenir à leurs enfants, et avait investi tout ce qu'ils possédaient. Ils avaient donc été laminés par la catastrophe, et Barbara avait immédiatement proposé de les emmener en France avec eux. Malgré l'attachement qu'ils avaient à leur quartier juif de New York, l'absence totale de solutions pour gagner de quoi nourrir leur famille les avait conduits à accepter la proposition des 2 sœurs. Mais c'est l'air complètement déboussolé, hagard et apeuré que nous les vîmes arriver au château avec leurs 5 fils, visiblement élevés dans la tradition religieuse et qui ne levaient pas les yeux lorsqu'ils nous parlaient à Iris et à moi. Venait ensuite la famille d'un ingénieur protestant très coincé, qui avait longtemps travaillé aux côtés de Titus et Tancred dans une de leurs usines. Cet homme austère, prénommé Anton, en plus de concevoir des moteurs sophistiqués, avait, à ses heures perdues, mis au point un procédé d'attache de soutien-gorge, ce qui le rendait un peu honteux, car l'austérité de sa religion s'accordait mal avec la pensée d'une petite agrafe qui, retirée adroitement, permettait de libérer la poitrine, objet de concupiscence. Il avait doublement honte, car le brevet de cette invention lui avait permis de gagner beaucoup d'argent. Et c'était donc à nouveau des milliers de poitrines féminines qui avaient permis à sa famille de mettre du beurre dans les épinards, voire même des truffes dans le beurre. Et enfin, dernière source de honte suprême, il avait, grâce à cet argent, spéculé comme un fou sur les marchés boursiers, toujours en s'auto-flagellant le soir venu pour se punir. Or, 2 mois auparavant, un concurrent avait créé un système de fermeture de soutien-gorge beaucoup plus simple qui avait rendu son brevet totalement obsolète. Puis, le krach boursier était venu achever sa ruine. Lui, sa femme Edna et leurs 4 filles, fragiles comme des porcelaines, avaient préféré partir pour la France et l'inconnu plutôt que d'affronter le regard de leurs voisins ou pire, celui des paroissiens de leur temple. Ils rasaient donc les murs en arrivant, couverts de honte et prêts à vivre comme des mormons pour effacer les péchés du père. Nous avions également recueilli une jeune femme, serveuse dans un restaurant chic de Manhattan dans lequel déjeunait souvent Marmaduke et qui avait évidemment mis la clé sous la porte. Son mari avait placé toutes leurs économies en bourse en s'endettant jusqu'au cou et au lendemain du krach, il s'était suicidé, la laissant seule avec 3 enfants en bas âge. Elle s'appelait Vera, et elle était vive et débrouillarde, même si un voile de tristesse obscurcissait son joli visage. Nous vîmes ensuite arriver la joyeuse et bruyante famille d'un cousin de Jeffrey, Harrison, qui vivait à Harlem. Sa femme Betty faisait des ménages chez de riches New-Yorkais et lui travaillait comme chauffeur de maître. Mais les maîtres n'avaient plus après le krach ni de voiture à conduire, ni de vélo, ni même de trottinette. Et ils avaient perdu jusqu'à leur dernière chemise, donc il n'y en avait plus à repasser. D'ailleurs, il n'y avait plus beaucoup de maîtres à New York. Ce couple adorable était fou de musique et avait constitué avec ses 6 enfants avant la crise un groupe de jazz ébouriffant auquel se joignaient plusieurs cousins, dont une jeune chanteuse d'une 12aine d'années à la voix fabuleuse prénommée Ella et qui allait devenir quelques années plus tard la sublime Ella Fitzgerald.
Cette dernière était malheureusement restée à Harlem, mais la joyeuse bande constituée par Harrison, Betty et leurs enfants se déplaçait systématiquement en chantant dans le château, ce qui faisait hausser les sourcils du tailleur juif et de l'ingénieur protestant, mais enthousiasmait le reste de la compagnie. Et enfin, Jenny et Barbara avaient amené avec elles Paul, le mari d'une de leurs esthéticiennes. Par malheur, la jeune femme s'était fait renverser par une voiture folle le fameux jeudi noir alors qu'elle sortait de leur institut pour rentrer chez elle. Le pauvre homme travaillait au guichet d'une banque, qui avait bien sûr fait faillite, et il avait donc en un jour perdu sa femme et son travail, se retrouvant seul, sans emploi et sans autre famille, pour élever leurs 3 enfants. Tout ce beau monde allait devoir cohabiter, mais je voyais dans les yeux de ma grand-mère qu'elle était enchantée à l'idée que le château jouait à nouveau son rôle de refuge, et elle, celui d'hôtesse aux petits soins pour tout le monde. Nous décidâmes de faire un dortoir pour les enfants qui avaient plus de 4 ans, ce qui fit planer de bonheur Flora et Rocky, et râler ma petite Saskia qui n'avait que 3 ans et hurler à l'injustice. Elle eut d'ailleurs gain de cause bien souvent et dormit avec les grands. Les plus jeunes restaient dans la chambre de leurs parents et nous les mamans nous en occupions à tour de rôle. Tout le monde mettait la main à la pâte, au sens propre, pour aider Sidonie en cuisine, et chacun donnait un coup de main, toujours au sens propre, pour l'entretien du petit plaisir. L'ingénieur protestant Anton fut embauché par Archie Andrew à l'usine de fabrication de pièces détachées qui, bien que ralentie par la crise, fonctionnait quand même à haut régime. Maman trouva du travail à Samuel le tailleur et sa femme Rachel dans une maison de couture parisienne. Harrison, le cousin de Jeffrey, fut réquisitionné par Attila pour l'entretien des voitures et son adorable épouse Betty s'auto-désigna responsable de la propreté au château, traquant la moindre particule de poussière ou le moindre faux pli sur un rideau, tout en improvisant sur des morceaux de jazz, ce qui me donna l'idée de l'enrôler dans notre cœur de lumière. Et enfin Paul, le pauvre guichetier de banque récemment veuf de la charmante esthéticienne de Jenny et Barbara, fut embarqué par maman et Mike dans leur bureau parisien afin de les aider à la comptabilité. Tout le monde avait donc retrouvé une activité et par conséquent dignité et sourire, sauf l'ingénieur protestant qui semblait vivre un calvaire en toutes circonstances. Et lorsque je vis les fils adolescents de Samuel le tailleur qui levaient discrètement les yeux de leur Torah pour regarder en douce les filles d'Anton l'ingénieur, lesquelles pouffaient discrètement en rougissant, je me dis que nous nous dirigeons probablement vers certains ennuis, voire une guerre de religion. Par ailleurs, tous les enfants en âge d'aller en classe furent conduits à l'école du village, sous les yeux ébahis des habitants du cru, pourtant habitués aux excentricités de ceux du château. L'instituteur fut ravi de pouvoir perfectionner son anglais, même s'il ne comprenait pas un mot entre l'accent de Harlem, celui de Lower East Side, matinée yiddish, et celui de Brooklyn. De nouveaux jeux apparurent dans la cour de récréation, ainsi qu'une chorale junior sous la houlette des enfants musiciens de Harrison et Betty. Je décidai d'ailleurs de les faire participer eux aussi au prochain spectacle du Chœur des Lumières. Malgré toute cette agitation, j'essayais de trouver des moments de repos pour ne pas secouer comme un prunier le bébé que je portais. Et je m'obligeais également à travailler tous les matins 3 heures sur la comédie musicale que je devais proposer au directeur de théâtre parisien. Archie et moi étions fous de bonheur, et même si notre intimité avait été légèrement perturbée par cette arrivée massive de nouveaux habitants, nous restions toujours sur notre petit nuage, émerveillés de cette vie commune qui nous enchantait. Mon ventre s'arrondissait, la maison pleine à craquer bourdonnait comme une ruche, mes enfants s'épanouissaient comme des fleurs au contact de tous ces petits étrangers, et nos autres prenaient force et espoir chaque jour. Même si la menace d'une crise économique mondiale était aux portes du pays, je crois pouvoir dire que nous étions tous heureux, et qu'une fois de plus le petit plaisir remplissait sa mission. Toutefois, la vie n'étant pas un tapis de roses, comme disait Épiphanie, certains événements allaient changer la donne, pour le meilleur et pour le pire. Oui, Archie, vous aimiez beaucoup que le château soit plein à craquer? Oui, moi aussi. C'était vraiment très joyeux. Mais, chut, ne dites rien. Ça, je le raconterai la prochaine fois. Alors, je vous dis à très vite pour la suite de mes aventures. Right? Baba, baba. Hey, hey!